Le premier pas vers la compétence, c'est quand on prend conscience de tout ce qu'on ne sait pas et qu'on est ouvert aux conseils d'autrui et surtout à l'application de ces conseils-là. L'esprit humain est la technologie la plus avancée de l'univers. Jusqu'à présent, nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de création après le Tout-Puissant. Cette capacité créatrice, nous l'avons, mais elle n'a de sens que si nous savons l'utiliser à bon escient. Djaba Kamarassi est expert comptable, spécialiste du conseil en gestion et coach professionnel pour l'accompagnement efficace des entrepreneurs. Elle a également cofondé We Capital pour investir dans les entreprises de femmes en Afrique de l'Ouest francophone. Nous avions un premier fonds qui est de l'ordre de 3 milliards CFA et nous sommes en train d'en lever un autre de 20 milliards. Au stade où j'en suis aujourd'hui, de pouvoir les transmettre à la nouvelle génération et de faire en sorte que nous comprenions, nous, Africains, la puissance qui est en nous et que nous en soyons conscients et fiers parce que c'est ça qui va nous permettre de rétablir notre puissance. Le premier des réflexes, c'est de savoir s'entourer. C'est avec qui je vais mener ce projet et avoir l'humilité de comprendre et d'accepter qu'on ne réussit jamais seul. Quand on prend une puce et qu'on l'enferme dans un bocal ouvert, elle saute du bocal et elle s'échappe. La même puce, si on la met dans un bocal et qu'on met un couvercle, elle va au début chercher à s'échapper et chaque fois elle va cogner contre le couvercle. Et au bout d'un moment, même quand on ouvre le couvercle, elle ne saute plus. Elle s'est limitée elle-même. Pour elle, c'est ça. Elle ne sait pas qu'elle peut sauter au-delà. Donc il faut toujours se projeter. Bienvenue dans Afropod, juste un petit message pour remercier notre sponsor, les tisanes Contana, et pour vous appeler à vous abonner aussi. Il n'y a que 20% d'entre vous qui sont abonnés à cette chaîne. Merci à vous, ceux qui sont abonnés, et ceux qui ne le sont pas encore. Allez-y, cliquez sur le bouton, ça nous soutient, ça nous aide, ça nous encourage, et puis laissez-nous des commentaires, je lis absolument tous les commentaires. Et puis n'oubliez pas, ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs, alors surtout, ça reste entre nous. Djaba Kamarassi. Alors, ton CV est monumental. Explique-nous un petit peu par où tu es passé, quelle est ton expérience, quelle est ton expertise. Je viens d'une famille de culture lébou. Mes parents sont cousins issus de Germain, donc halpulaar d'origine ethnique, mais lébouisé. Hein. Lébou, c'est pas une ethnie en fait. Hein. C'est vraiment un modèle de société. Okay. Les lébous sont des gens très fiers et très droits. On dit souvent en Wolof, lébou pir sawas. C'est des sauvages. Parce que on estime qu'ils ne sont pas suffisamment dans la nuance. Parce que les lébous tirent leur fierté de leur capacité à dire la vérité et à être intolérants par rapport à la déviance. Les normes qui assurent la cohésion sociale. Pendant très longtemps, et jusqu'à présent d'ailleurs, hein, il y a très peu de vols dans les communautés lébou, hein, parce que quand on attrapait un voleur, bon, c'est moche, hein, mais il passait un mauvais quart d'heure. Il passait un sale quart d'heure. Je viens d'une famille plutôt matriarcale. Mon père a 4 filles et il a eu 4 sœurs. Ok. Et donc depuis l'enfance, il y a pas homme, femme, c'est pas ça qui est important, c'est l'être humain, avec une égale obligation de dignité. Et la première dignité, c'est d'être libre. Ouais. La République lébou, c'était une république égalitaire. Tout le monde était libre. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses précisément, des épisodes, des expériences, des souvenirs que tu as où justement ces valeurs-là ont été clairement inculquées? Oui, la première, c'est on se moque souvent des lébous en disant ils sont attachés à la terre là, mais c'est parce que c'est vrai ou pas? Oui. Dès le plus jeune âge, on te dit quoi que tu arrives à obtenir dans la vie. Si tu n'as pas ce cœur, c'est le terrain ou la maison, si tu n'as pas ton bien foncier, tu n'as rien. Donc, c'est vraiment et homme ou femme. Moi, j'ai une tante, elle avait, à l'époque, bon, je parle peut-être une trentaine d'années, un salaire touché dans peut-être 50 000, 75 000 francs par mois. Et avec ça, elle s'est débrouillée pour avoir un terrain. Donc, c'est vraiment et homme ou femme. La valeur suprême,
c'est la liberté. Or, pour assurer sa liberté, ben, il faut en avoir les moyens. Comme on dit en Wolof, balanga gore am fo gor. Avant d'être libre et de manifester un caractère de droiture et d'honneur, ben, il faut avoir les moyens de subsistance qui te permettent de le faire. Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Parce qu'au départ, je pense que toi, tu aurais voulu rentrer dans l'armée. Finalement, c'est pas possible. Il n'y a pas de femmes à cette époque-là à l'école que tu voulais intégrer. Et puis finalement, ton chemin, effectivement, il se fait en pointillé. Et je comprends quand tu dis que parfois, c'est en regardant en arrière que tu comprends qu'en fait, il y a une logique. Voilà. Oui. Est-ce que à ce moment-là, toi, tu as une ligne directrice? Tu sais précisément ce que tu voudrais faire? Et moi, j'ai grandi avec les militaires de la caserne Sambedieri Diallo, parce que je faisais partie des cadets de l'ASFA. L'ASFA? L'ASFA, c'est l'association sportive des forces armées. Ok. Et donc, j'ai commencé à monter à cheval à 10 ans avec les gardes rouges, la garde montée. Okay. Mais ce que ça m'a appris, c'est déjà la discipline. Et puis le fait que, au bout de l'effort, il y a toujours une récompense. Ouais. C'est pas évident, sauf quand on le vit dans sa chair. Et donc, les militaires, ils ont une sorte de sentiment de supériorité parce que c'est l'uniforme et puis ils servent la nation et ils assurent la sécurité des citoyens. Ouais. Moi, j'étais très inspirée par un ami d'enfance de mon père, le général Wali Faye, qui était d'une douceur, mais d'une gentillesse, mais tellement craint par ces hommes. Ah oui? J'ai vu un jour un capitaine sortir de son bureau avec les larmes aux yeux. Et ça, moi, donc pour l'enfant que j'étais, tonton Wali Faye, non, à la fois respecté et révéré par, c'était vraiment le leader. Et moi, je voulais être comme lui parce que, bon, je voyais la différence entre le mess des officiers et puis là où la troupe prenait son casse-croûte ou quoi. Et puis, la discipline militaire avait quelque chose de rassurant. C'était, tu obéis, mais que tu sois garçon ou fille, c'était pareil. Et ce que j'aime avec l'équitation, d'ailleurs, c'est que c'est le sport... Je pense que c'est le seul sport totalement mixte. Le talent, l'effort ne dépendent pas du genre, ni du cavalier, ni de sa monture. Ouais. L'équitation, c'est d'abord le mental. Pour les jeunes cavaliers, c'est ce si vous regardez par terre, vous tomberez par terre. Quand on doit franchir un obstacle, il faut se projeter au-delà de l'obstacle. Si on regarde l'obstacle lui-même, c'est la force du regard et du mental qu'on expérimente à travers cette il y a plein de leçons là pour la vie et pour l'entreprise plein. C'est quand on veut quelque chose, il faut d'abord le visualiser, il faut se voir dans la situation où on a atteint l'objectif qu'on cherchait. Ouais. Moi, je me suis écrasée avec mon cheval. On a fait une chute. Lui aussi, d'ailleurs, avait été blessé. Et je suis mal tombée donc sur le poignet. Le poignet s'est cassé et disloqué, quoi. Wow. Là, donc c'était. Mais bon, j'avais 14 ans et en plus c'était mon poignet droit. Moi, je t'ai entendu raconter l'anecdote quand tu as d'abord soigné ton cheval, enfin, tu l'as ramené dans l'écurie avant même de t'occuper de ta propre blessure. Tu t'es relevé. Non, mais ça, c'est des règles. C'est-à-dire, ça, c'est des règles universelles. Hein, pour les cavaliers. Pour les cavaliers. Oui. Quand on tombe, on se remet en selle immédiatement. Et quand un cheval refuse de passer un obstacle, et refuse à plusieurs reprises, à ce moment-là, on baisse la difficulté, mais on ne le laisse pas sur un refus. On va passer un autre obstacle, mais on ne le laisse jamais sur... Il ne faut jamais rester sur un échec. Jamais. Un échec. Et on a échoué au moment où on l'a décidé. Au moment où on décide d'abandonner, en fait. C'est une leçon, c'est juste un constat. C'est a posteriori qu'on peut savoir qu'il fallait, par exemple, 50 coups pour réussir. Ouais. Par exemple, je dois casser le mur.
voilà, je tape dessus, il bouge pas. Ouais. Mais je m'acharne et puis au bout du 50e coup, il s'écroule. Si je m'arrête au coup 49, je ne me donne même pas la chance de savoir que j'étais à ça de réussir. Et c'est aussi de s'entendre sur la définition de l'échec. Qu'est-ce qu'on appelle un échec? Un enfant qui apprend à marcher, il tombe tout le temps. Ouais. Mais le réflexe, c'est de l'aider à se relever, c'est de l'encourager, c'est de l'entourer, parce que on sait qu'il va finir par marcher. Non, normalement, il est tombé, c'est pas un échec. Bon, un entrepreneur et ça, souvent, j'ai eu à le dire à des entrepreneurs qui vivaient des moments difficiles, mais ok, tel marché, soit vous ne l'avez pas eu, soit vous l'avez décroché et il s'est mal passé. Ok, oui, c'est dur. Mais au-delà de l'amour-propre, au-delà de la blessure... Ego. Ouais. Oui. Mais quelles sont les leçons? C'est comment est-ce que je vais m'y prendre la prochaine fois pour peut-être gérer une difficulté différente, mais en tout cas, pas celle-ci sur laquelle j'ai buté. C'est important ça, parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Mais c'est aussi important d'apprendre de ces échecs, entre guillemets, oui, c'est ce qu'on peut appeler échec. Sinon, oui. Parce que l'idée, c'est d'en tirer la leçon. Et une fois qu'on en tire la leçon, effectivement, ce n'est même pas un échec, c'est juste une leçon. Et on s'en rend compte après. Ouais. C'est en ça que je dis que le mental est fondamental. Entre deux personnes de même compétence, ce qui fera la différence dans les parcours, c'est souvent le processus mental. Non seulement la force mentale, mais c'est aussi l'état d'esprit déjà de base. Et ça, cet état d'esprit de base... C'est orienté solution, tu vois. Oui, mais c'est nos croyances. C'est quelle est la croyance que nous avons sur nous-mêmes. C'est ça la clé fondamentale. Donc, il y a une expérience qui a été testée avec des puces. Des puces, les petits insectes, là. Quand on prend des puces, et c'est minuscule, mais ça fait des bonds qui peuvent correspondre à 30 ou 40 fois leur taille. Quand on prend une puce et qu'on l'enferme dans un bocal ouvert, elle saute du bocal et elle s'échappe. La même puce, si on la met dans un bocal et qu'on met un couvercle sur le bocal, elle va au début chercher à s'échapper et chaque fois, elle va cogner contre le couvercle. Et au bout d'un moment, même quand on ouvre le couvercle, elle ne saute plus jusqu'à la hauteur du couvercle parce que voilà, elle s'est limitée elle-même. Et puis pour elle, c'est ça limite au-delà. Elle ne sait pas qu'elle peut sauter au-delà de. Et c'est comme ça aussi qu'on dresse les éléphants. Les bébés éléphants, on les attache avec une petite ficelle, un piquet, et ils essaient de se défendre, ils essaient de se libérer, mais la corde qui les retient est plus forte. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, pour eux, leur limite, leur frein, c'est cette corde-là. Et l'éléphant de plusieurs tonnes va être attaché au piquet par la même corde que quand il était tout bébé. Parce que il ignore qu'il peut rompre la corde sans problème. C'est ça. Ouais. Il n'a pas... C'est mental. C'est mental. Ouais. Et c'est là où il est important, quand on élève un enfant, de faire très attention au narratif qu'on lui donne. Et surtout quand on élève une petite fille. Parce qu'un petit garçon, oui, c'est normal, un garçon, ça prend des risques, ça tombe, ça se bagarre, ça fait des sports. Quand c'est une fille, c'est fais attention. Oui, non. Mais quand on toi, le message qu'on est en train d'envoyer, c'est moi, je n'ai pas cette capacité-là. Oui. Je n'ai pas cette force. Donc, il faut que je me cantonne. Ouais. C'est pas pour moi, choses, quoi. Moi, je dois. Voilà, il faut que je reste dans mon petit cocon confortable et sans danger. Ouais. Alors qu'en réalité, la réalité, c'est qui ne risque rien n'a rien. Ouais. On grandit en prenant des risques, en sortant de sa zone de confort. Ouais. Alors, faut pas prendre forcément des risques qui sont trop énormes, parce que là, ça peut être contre-productif. Mais à chaque fois, un peu sortir de sa zone de confort. Il faut explorer. Il faut
il faut oser, quoi. Il y a un peu d'audace. Voilà. On dit pas d'être téméraire au point de... Non, mais tout, mais un peu, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est effectivement un équilibre. Il faut savoir accepter sa peur. Pour moi, c'est OK d'avoir peur. De toute façon, bon, de fait, oui, j'ai souvent eu très peur. Mais il ne faut pas que la peur soit un frein. Pour moi, souvent, la métaphore que j'utilise, c'est celle des feux. Le feu vert, c'est bon, j'assure, j'ai confiance en moi, j'ai pas peur, j'y vais. Le feu rouge, c'est stop. Ça, il faut surtout pas. La peur, c'est un feu orange. C'est attention, il y a des risques. Ouais. Et pour moi, la peur, c'est un élément de sagesse. C'est déjà qu'on a la lucidité de reconnaître des risques potentiels, mais c'est aussi comment est-ce que je vais mitiger ces risques-là. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour atteindre mon objectif en gérant les risques et en gérant les situations qui me font peur. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas y aller. Ouais. Quels sont, à ton avis, les principes de base pour réussir dans son entreprise, dans son projet? Donc, d'abord, l'état d'esprit, tu viens de le dire, l'état d'esprit, le mental. Oui. Donc, déjà, pour le construire, est-ce que tu as des petites astuces que tu peux donner pour construire cet état d'esprit si on n'a pas eu la chance d'être élevé dans cet esprit de confiance en soi et de prise de risque? Comment est-ce qu'on peut le travailler? Pour moi, le meilleur investissement qu'un être humain puisse faire, c'est dans son développement personnel. Pour certains, ça va être leur foi. La spiritualité. Leur spiritualité. Là aussi, les valeurs familiales, la liberté, mais aussi, ça vient en Wolof. Donc, vas-y, dis-le en Wolof. Non, akh, moitu akh, c'est-à-dire le tort qu'on peut causer à autrui et à soi-même d'ailleurs. Ne pas causer de tort. No harm. Parce que à partir du moment où on a une conscience claire, mais the sky is the limit. On peut tout demander sans avoir ce boulet psychologique de remords ou de regrets ou de j'ai fait quelque chose moi-même, je sais que c'est pas voilà, quelle va en être la conséquence, ou j'ai eu telle expérience difficile, ah bah oui, c'est peut-être le bon Dieu qui est en train de me punir pour ce que j'avais fait. Donc c'est à partir du moment où on gère cet aspect-là, mais pour le reste, c'est pourquoi est-ce que Dieu donnerait à Mademba, à Malamine et pas à moi si je suis prête à investir ce que Mademba et Malamine ont investi. Et ça, c'est une force phénoménale. Et ce développement personnel là, donc soit par la spiritualité, soit par d'autres outils qui sont là, de compétences, à aller chercher, ni dans le Coran, aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Mais ce savoir-là, il commence par soi-même. Connais-toi toi-même, là. Quand on a conscience de son cheminement mental, de ses propres complexes, qu'on n'avoue pas, mais qu'on connaît, on peut commencer à y travailler. La première étape, c'est la prise de conscience. Et la deuxième, c'est la volonté de les surmonter et de sortir du confort dans lequel on a envie de rester. Donc, c'est vrai que le fait de sortir de ces zones de confort, en fait, ça nous donne des preuves. Si on sort de la zone de confort et qu'on arrive à faire des choses, là, on a la preuve qu'on peut le faire. Et on ne retourne plus jamais. Mais oui. On ne peut pas ne plus savoir ce qu'on sait. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça. Moi, je pense que ce sont ces petites preuves-là, pas à pas, qui construisent vraiment la confiance en soi. Et comme tu l'as dit, pas à pas. Il ne faut pas avoir peur des petits pas. On a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire dans le court terme et à sous-estimer ce qu'on arrive à faire sur le long terme. Et moi, mes enfants, ce que je leur donne comme conseil, c'est justement ça. C'est l'être humain est un être d'habitude. On fonctionne par habitude. Le cerveau, c'est... Et donc, il faut construire de bonnes habitudes. Et la bonne habitude, au départ, c'est un comportement qui va être
qui va être forcé, c'est une discipline. Au début, c'est inconfortable, c'est pas naturel, ça demande des efforts. Mais plus on fait, et plus on s'améliore, jusqu'au moment où, sans même qu'on s'en rende compte, c'est devenu une habitude. Et c'est facile. Ça devient une deuxième nature. Ça devient une deuxième nature. Je pense que c'est dans les neurosciences qu'ils disent, au départ, on est inconsciemment incompétent. On est incompétent, et puis, au fur et à mesure de son développement, on devient consciemment incompétent. Ouais. Je sais que je ne sais pas. Voilà. Et c'est quand, pour moi, c'est le stade où les portes s'ouvrent. Quand je sais que je ne sais pas, là, je suis dans une attitude, justement, d'aller acquérir ce que je n'ai pas, et qui permet d'arriver au stade où on est consciemment compétent. Voilà, je suis bon et je le sais et j'ai confiance en moi. Ouais. Et le stade ultime, c'est quand on est inconsciemment compétent. Parce que, comme tu l'as dit, c'est devenu une seconde nature. Donc, le conseil que je donne, c'est d'accepter ça. C'est d'accepter cette courbe de croissance. Ouais, qu'au début, on ne sait pas. Oui, et puis d'avoir l'humilité. Ouais. Et c'est en ça que le sport est important. Parce que au départ, on est un débutant et on regarde les champions. Et on se dit, mais comment ils font? Et puis on a cette envie, cette émulation. Et ben, il faut agir. C'est-à-dire, c'est l'action qui permet progressivement d'arriver à ce niveau-là. Et quand l'enfant est sportif et qu'il a vécu dans sa chair la réussite au bout de l'effort, mais il va l'appliquer également à ses disciplines académiques. Il va comprendre que oui, ce qui est difficile aujourd'hui et qui est nouveau, avec de la persistance, avec de la résilience, je vais y arriver. Et avec de la patience. Et ça, c'est valable également pour les chefs d'entreprise. Ouais. Qui souvent, je dis... Et même pas que pour les chefs d'entreprise, dans n'importe quel... les employés, quand tu veux acquérir une compétence, apprendre un métier... Mais il faut accepter de payer le prix, il faut accepter d'investir le temps. Il faut accepter l'inconfort. Et la peur de l'échec. Et la peur du regard d'autrui. Et je me dis souvent, parce que... Alors, là aussi, autre maxime qui a... mon développement, c'est alors, comment traduire ça? C'est si on ne sait pas, si on n'a pas un minimum de personnalité, de caractère, caractère, mais on meurt 1000 fois, quoi. Tout devient un obstacle. Le regard d'autrui va me freiner. Je me souviens quand je suis rentrée, donc moi j'ai eu mon diplôme un 30 juin, le 10 juillet, j'étais à Dakar avec tout, la voiture, j'avais vraiment j'avais une petite voiture d'étudiante là, que j'ai gardée pendant longtemps. C'était une petite Ford Fiesta qui roulait bien, et un jour, et donc je l'avais quand j'ai créé mon cabinet, et un jour quelqu'un m'a fait une remarque en me disant, oui mais bon, t'es expert comptable, t'es associé, ta petite voiture, là. Je dis, quoi, ma voiture? Mais non, mais ça va pas, quoi. Ça fait pas responsable. Vis-à-vis de tes clients, si tu veux être respecté, il faudrait que tu aies quelque chose de plus... C'est plus imposant, tu vois. Et là, si j'avais des moyens, je les investirais dans autre chose qu'acheter une voiture de luxe. Et si un client est plus impressionné par ma voiture que par ma matière grise, c'est que c'est pas mon client. On n'est pas sur le... Et là, quand je dis c'est que quand on se laisse mener par ce genre d'argument de oui, il y a la façade, il y a le paraître, attention, tu as un rôle de représentation, donc tu dois... au point que ça prend la préséance sur la substance, quand l'accessoire prend la préséance sur le principal, on
on ne va jamais loin. C'est intéressant parce que beaucoup de gens pensent, comme pense le monsieur là qui t'a dit, beaucoup de gens pensent comme ça. Et on ne peut pas nier aussi que l'habit ne fait pas le moine, mais permet de le reconnaître. Oui, c'est vrai. Et pour beaucoup de gens, les apparences jouent beaucoup. Pour moi, ce qui est important, c'est la vision sur le long terme. Et ça permet effectivement de reconnaître les siens et de reconnaître l'environnement dans lequel on est le mieux adapté pour réussir. Parce que, autre maxime wolof, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à décrocher un conjoint, mari ou femme, eh ben c'est ta faute, t'avais qu'à aller te pavaner là où on t'aime. Donc, c'est important d'arriver à identifier les personnes qui ont le même fonctionnement mental et qui partagent les mêmes valeurs et qui ont les mêmes principes. Parce que sinon, ça peut être des malentendus permanents. Ouais. À chaque fois, tu as suivi ton cœur et puis il y a également eu des événements de la vie qui ont fait que, voilà, finalement, le chemin... C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne... Pour moi, c'est pas une ligne droite. Oui. Ça a été... Mais chaque fois sur des principes et des valeurs. Oui. Et là-dessus, vraiment, encore une fois, je remercie mes parents. Mon père est magistrat, donc il a été procureur au procès de Mamadou Dia et a rendu fait une plaidoirie qui n'était pas celle que on attendait de lui. Donc, quand il est rentré pour lui, il allait être déporté. Enfin, en tout cas, il allait être sanctionné au même titre que Mamadou Dia et ses co-détenus. Et paradoxalement, la réaction du président Senghor a été de le faire nommer à l'échelon le plus haut de la classe. C'est-à-dire ce à quoi il aurait pu prétendre après 25 ans de carrière dans la magistrature. Donc, on ne sait jamais. Moi, c'est important de dire quand on suit ses principes et ses valeurs, plutôt que d'essayer de chercher, de dire oui, mais bon, dans la vie, c'est comme ça, il faut... Non, mais vraiment, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de compromis, quoi. C'est tout. Il y a un moment où ce qui vous guide, ce qui vous permet de faire des choix, ce sont vos valeurs. Hein. C'est pour ça qu'il est important pour moi au stade où j'en suis aujourd'hui, de pouvoir les transmettre à la nouvelle génération et de faire en sorte que nous comprenions, nous, Africains, mais la puissance qui est en nous et que nous en soyons conscients et fiers, parce que c'est ça qui va nous permettre de rétablir notre puissance. L'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau des civilisations. Et l'Afrique est le futur de l'humanité. Qu'est-ce qui te fait dire que l'avenir de l'humanité, c'est l'Afrique? C'est d'abord nos valeurs. Nous sommes, malgré tout ce qu'on nous a fait là, pendant des siècles et des siècles. Et tout ce que nous nous sommes fait à nous-mêmes. Oui, mais malgré tout ça, malgré la colonisation, nous restons quand même, quand on voit dans les arts, dans le sport et dans la construction, moi je suis vraiment très admirative de nos valeurs. Donc, quand je prends le Sénégal, dans la langue Wolof, par exemple, l'importance du mot diam, la paix, ça fait partie de nos valeurs fondatrices. C'est des principes qui sublime l'être humain. Nous sommes profondément humanistes, profondément. Et bon, c'est vrai que maintenant nous subissons des influences de tous bords, qui préfèrent l'influence occidentale, d'autres qui préfèrent l'influence orientale. Moi, je préfère l'influence de qui je suis, quoi. Et je pense que nous gagnerions à mieux connaître notre histoire, déjà, à la réécrire et à avoir un narratif beaucoup plus valorisant pour nous, qui nous permette de nous construire. C'est ce que les Asiatiques ont su faire et que nous jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu trouver. C'est comment, en gardant notre culture, notre identité, nous pouvons aller acquérir celle d'autrui
pour contribuer, puisque pour contribuer de manière... c'est en ça que j'estime que l'Afrique est le futur de l'humanité. Le danger que je vois, c'est la déperdition de ces savoirs, parce qu'ils ne sont pas conservés. Et parce que nous avons quelque part ce mépris culturel. Mais je suis comme toi, je suis très optimiste et je crois au futur de l'Afrique. Alors, si on revient à la question que j'avais posée tout à l'heure sur les principes de base pour réussir son projet, son entreprise, on avait parlé du mindset. Il y a le mindset. Et puis, il y a surtout, alors maintenant, de manière concrète, je crée une entreprise. Quelle est ma proposition de valeur? Qu'est-ce que j'offre? Quel est le service ou le bien que je mets à disposition et à qui est-ce que je m'adresse? Donc ça, il est important d'avoir un bon produit, qu'il soit tangible ou juste soit un produit de service. Et il faut connaître sa cible. Alors déjà, comment est-ce qu'on sait qu'on a un bon produit ou service? Je pense que ça doit d'abord venir de l'identification d'un besoin, justement. Oui. Quand on est entrepreneur, on a pour vocation de servir une clientèle cible. Si on ne la connaît pas, si on ne connaît pas ses besoins, oui, on peut passer à côté. Aussi, autre anecdote, donc j'ai mon cabinet Camarassi. Un client vient me voir, c'était un Lyonnais qui avait acheté un hôtel à Salé. Et on lui avait parlé de mon cabinet, en tout cas, voilà, il m'a demandé de lui faire une offre. Et j'ai fait mon offre, quand j'ai dit, waouh, dis donc, vous êtes cher, vous. Pour un cabinet local, vous êtes cher. What? Question de... Là, t'as pris une respiration profonde. Oui, je dis, c'est une question d'opinion. Oui, en tout cas, c'est... Bah oui, mais comment ça se fait? Je dis, d'autres sont beaucoup moins chers que vous. Je dis, mais allez-y. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer mes services, je comprends, je ne vous en fais pas le... Vous savez, quand vous entrez chez un concessionnaire et que vous avez envie d'une Mercedes, mais que vous n'avez que le budget de la 4L, c'est pas la faute à... Puis il me regarde, vous êtes... ouais, mais bon... je dis, vous avez le choix. Bon, finalement, il est resté, j'ai compris. Ce gars-là, je ne sais pas pourquoi il est venu chez moi, mais le besoin était supérieur à son besoin de rationaliser le coût qu'il payait pour. Il y a des gens. Il ne faut pas sous-estimer ces besoins-là. En fait, ces besoins qui sont moins pragmatiques, mais qui sont tout aussi importants. Et ça, il faut en avoir conscience. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a d'excellents professionnels. Et je disais à mes collaborateurs, on n'est pas le seul cabinet de la place. Alors, si les gens nous choisissent, c'est pour une raison bien particulière. Et il faut en avoir conscience et délivrer à hauteur de ce besoin-là. Pour certains, oui, c'est juste, j'ai besoin d'une tenue de comptabilité. Pour d'autres, j'ai besoin de la signature de l'OAT. Ok, fine. Donc, identifier le besoin, être sûr qu'on apporte la valeur qui est attendue. Et qu'on délivre au niveau attendu. Parce que ça aussi, être capable... Il faut construire la confiance. Et la confiance, c'est... J'ai promis quelque chose, je l'ai délivré en temps, en heure et en qualité, et j'ai recommencé. C'est quand on dit Kula may ndekki taajal la añ su la diggee reer nga war ko gëm. La personne qui vous a servi, qui vous a offert un petit déjeuner, qui vous sert le déjeuner, s'il vous promet un dîner, normalement vous devriez la croire. Et c'est ça, la confiance, c'est comme ça qu'elle se traduit. C'est quelle est l'attente et est-ce que j'y ai répondu en temps, en heure et en qualité. Et est-ce que je suis capable de reprendre ce processus-là? Au bout d'un moment, ce que ça crée chez la personne qui est en face, c'est un sentiment de sécurité. De confiance. Oui, la confiance, c'est ça. C'est, en fait, la confiance, à la base de la confiance, c'est le sentiment de... On remplit ce besoin-là de sécurité. C'est, je sais qu'avec telle personne, je n'aurai pas de mauvaise surprise. Elle va soit délivrer, soit me prévenir à temps.
de manière à ce qu'on puisse mettre en place le plan B. Et ça, tout entrepreneur, c'est-à-dire ça commence par là, ça commence par le respect de la parole donnée. Et ça aussi, c'est une des bases de notre culture. Nous sommes une culture de l'oralité. Et voilà, Gorka Duga, c'est la personne digne, la personne honorable, on la mesure à la qualité de sa parole. Je prends l'exemple de Khadi, qui a sa boutique, qui a ouvert un magasin où elle vend des vêtements. Donc, elle répond à un besoin, le besoin de se vêtir, Oui. peut-être à un besoin d'estime aussi, parce qu'elle fait une marque, quelque chose d'un peu prestigieux. Alors, ça dépend. Alors, justement, c'est là où je vais te dire. Khadi, à qui elle s'adresse? Voilà. Est-ce qu'elle s'adresse à une clientèle qui a un besoin de prestige, auquel cas, elle vendra des marques qui permettent à ses clients. Si les marques internationales coûtent aussi cher, là, c'est pas pour la qualité du produit, hein. Pas nécessairement. Ah non, c'est pour l'affichage, c'est pour dire voilà mon identité, voilà qui je suis. Donc, est-ce que Khadi s'adresse à ces personnes-là, ou est-ce que Khadi s'adresse à une clientèle qui a des besoins, qui a des moyens limités, et pour qui le critère qui déclenchera l'achat, c'est le prix. C'est le prix accessible, alors que les autres peut-être voudront même un prix un peu plus élevé parce que ça correspondra. C'est une stratégie, oui. c'est une stratégie marketing. C'est comme ça qu'on définit la stratégie. Oui, je vais mettre un prix très élevé pour une prestation qui est équivalente à celle que donne mon voisin, parce que ma clientèle, celle que je cible, se reconnaîtra plus chez moi que chez le voisin. Et ça, c'est des choses dont il faut avoir conscience dès le début. Il faut penser à son entreprise comme un enfant qui grandit et qui doit pouvoir grandir dans ses vêtements et ses chaussures de façon harmonieuse. Ne pas, dès le départ, lui mettre des choses trop amples, avoir des systèmes trop complexes, trop lourds, pas suffisamment agiles, mais également penser à lui permettre de croître de manière harmonieuse. C'est-à-dire, il y a certains défauts de jeunesse qui vous rattrapent tôt ou tard et qui peuvent bloquer votre... Comme quoi, par exemple? Comme l'absence d'un bon système de gouvernance. Je peux décider... D'ailleurs, même avant de parler de la gouvernance, même dès le départ, j'ai une idée géniale. Je suis douée dans une activité particulière que j'aime et que je souhaite mettre sur le marché. Et c'est parfait, parce qu'en plus, j'ai un marché pour ça. Mais je me méfie de mon ombre, je n'ai confiance en personne, il n'est pas concevable que je partage ma gloire avec qui que ce soit, donc j'y vais tout seul. Et puis c'est moi le patron, et c'est moi qui décide de tout, même pour des questions où je ne suis pas compétent. Et puis je vais surtout pas embaucher quelqu'un qui va me coûter trop cher, parce que c'est moi le patron. L'une des choses dont il faut se méfier, c'est de son ego. Pour moi, le premier des réflexes, c'est de savoir s'entourer. C'est avec qui je vais mener ce projet, et avoir l'humilité de comprendre et d'accepter qu'on ne réussit jamais seul. Les gens, souvent, ils vont se focaliser sur le projet, sur les investissements matériels, voilà, je dois emprunter tant. Quand on parle de l'équipe, quand on parle du capital humain qui portera le projet, ça c'est non mais bon, ça je pense que c'est la première erreur. Et le capital humain, c'est à la fois les gens qui seront à l'intérieur de l'entreprise pour travailler au sein de l'entreprise, et puis les amis de l'entreprise, les mentors, les modèles qui vont pouvoir vous inspirer, qui vont pouvoir vous guider. Quand on est nouveau dans une activité ou dans un environnement ou dans un système, il y a des questions qu'on ne se pose pas parce qu'on ne sait pas, on ne les conçoit même pas. Donc, savoir faire l'économie de certaines erreurs
tout début, je pense que ça fait partie des points essentiels. C'est comme une autre métaphore que j'utilise beaucoup, c'est celle de l'immeuble de 20 étages, qui doit obligatoirement commencer par un plan d'architecte. Ouais. Je peux avoir les moyens, hein. J'ai le ciment, j'ai le béton, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des maçons, puis je me précipite et puis je fais, et puis arrivé au 3e étage, je me rends compte que ah bah zut, alors j'ai raté les fondations. Prendre le temps et s'entourer des compétences nécessaires pour bien concevoir son projet. Dès le début. Dès le début. Ensuite, je parlais de la gouvernance. Alors, juste la gouvernance, on met de côté 2 secondes parce que moi, j'ai des questions à poser. Tu dis bien s'entourer, Oui. un mentor, etc. C'est pas si simple. Moi, j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, les gens ne sont pas si généreux de conseils que ça. Oui. Alors, si je n'arrive pas à avoir mon mentor gratuit, alors je vais aller chercher mon mentor. Il faut, c'est un investissement. Oui. Ce que je veux dire, c'est, il faut être prêt à payer pour ça. Et là aussi, autre anecdote. J'ai un client qui a un associé et puis il monte une société anonyme qui marche très bien et qui croît très vite. Et parce que justement, certains fondamentaux par rapport à la gouvernance n'avaient pas été mis en place au départ, et les conflits commencent. Et donc m'interpelle, me demande conseil, et donc commence à s'engager vraiment sur des choix stratégiques pour gérer ces conflits. Et de fil en aiguille, je me rends compte qu'il me sollicite de plus en plus. Et à un moment, je lui dis, bon, écoute, on va se poser, je vais te faire une offre de service, et puis comme ça, on va encadrer cette relation, parce que je réalise que je commence à passer beaucoup de temps sur... Et il m'a regardé, il était catastrophé. Je dis, mais tu es vraiment pas gentil, hein. Tu oses me demander de l'argent pour ton temps? Oui, mais il me dit, mais qu'est-ce que ça te coûte? Je dis, mais what? C'est pas ce que ça me coûte. Je vis de ça. C'est mon métier. Donc, mais pour lui, et il m'en a voulu, hein. Il comprenait pas pour moi. Et son terme, c'était ça. C'est, tu n'es pas gentil. Ça ne te coûte rien du tout. Donc, attention, la différence qu'il y a souvent entre nous, entrepreneurs, qui fonctionnons plutôt avec une mentalité francophone, quoi, hein, de par la culture, et nos voisins qui sont de mentalité anglophone, c'est ça, c'est l'appétence au conseil et la préparation à payer pour obtenir le bon conseil. Okay. Pour moi, c'est vraiment clé. C'est dès le départ. Ceci étant, oui, c'est vrai que c'est peut-être une question d'accès aussi, mais il y a quand même de la générosité, hein, moi la première, j'ai vraiment bénéficié tout au long de mon parcours de gens qui m'ont tendu la main. Okay. Et qui m'ont vraiment tiré vers le haut. Et donc, c'est volontiers, chaque fois que j'en ai l'occasion, que je retourne l'ascenseur, hein, que j'envoie l'appareil à des jeunes. Donc, il faut pas avoir peur aussi de demander. Hein. Bon, si tu demandes, le pire que tu risques, c'est qu'on te dise non. Bon, finalement, t'es pas plus mal quand on t'a dit non que quand t'as pas demandé. Voilà, c'est pas agréable pour son ego, oui. Mais à part ça... Pas très grave. Oui, à part l'ego qui est un peu... ça ne mange pas de pain. Et pour ce qui est de la gouvernance, alors? Alors, pour moi, la gouvernance, c'est vraiment les règles du vivre ensemble. Quelles sont et il vaut mieux les mettre en place au départ. S'il le faut, s'étriper sur les principes et tout poser carte sur table et avoir un système clair plutôt que d'essayer de les mettre en place une fois que la crise c'est déclaré. Mais le système qu'on met en place au début d'une entreprise où il y a quelques employés, etc., n'est pas forcément le même système qu'on pourra appliquer quand l'entreprise va grandir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut penser à l'entreprise comme un être. En fait, vivant. C'est une personne. C'est une personne. C'est un être vivant qui commence et qui grandit. Donc, oui, effectivement, on ne va pas avoir le même système. Pour une toute petite entreprise avec des processus simples que pour une entreprise énorme avec des processus complexes.
Moi, j'ai fonctionné pendant longtemps. J'avais cabinet Camarassi. Je me suis imposée. Tu étais seule? Oui. Aux 25 ans du cabinet, on a ressorti toutes les archives. J'ai retrouvé les états financiers de ma première année d'implantation. Et c'est-à-dire la rigueur de me dire, je documente, je m'astreins aux mêmes règles que si j'avais à rendre compte à quelqu'un d'autre. Parce que bon, l'idée qu'il y avait derrière, c'était que tôt ou tard, je trouverais un associé. Et il faut que je puisse raconter mon histoire et la documenter. Okay. Et donc, ça, c'est dès le départ. Et donc, quel est le système de base, le prototype de système de base pour une petite entreprise qui commence? C'est de se projeter. C'est-à-dire, ce que je vais faire à terme, autant que je commence à en faire l'apprentissage maintenant. Ok, donc reprenons l'exemple de Khadi qui a sa boutique de vêtements. Donc, elle a sa boutique de vêtements. Quelle est son ambition? Est-ce que son ambition, c'est d'être une petite boutique de quartier, informelle? Surtout, elle veut raser les murs, elle a créé sa marque et elle va peut-être ouvrir d'autres boutiques. Et elle veut créer une chaîne et elle veut vraiment croître. Voilà. Donc, c'est dès le départ que Khadi doit mettre en place des systèmes où elle va savoir clairement comment elle recrute, sur quelle base. Les personnes qu'elle recrute doivent savoir quels sont les systèmes de fonctionnement de l'entreprise. Voilà, j'entre aujourd'hui, quel est le plan de carrière que je peux... oui, dès le début, comme ça, dire mais oui, mais parce que tu as des personnes qui viendront pour le salaire, et en général, elles repartiront pour le salaire. Et puis, tu as des personnes qui viendront et qui resteront parce que elles veulent créer quelque chose. Elles veulent, le jour où on va raconter l'histoire, dire « j'y étais, j'en étais ». Donc là, on est dans la vision, la mission et les valeurs. Et les valeurs. Et ça aussi, souvent, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas. C'est-à-dire, il ne s'agit pas forcément que ce soit quelque chose d'écrit, Oui, ça doit pas être quelque chose de très complexe. Mais il faut que ce soit là. Il faut que ce soit là. Donc, par exemple, alors, on continue sur notre exemple de Khadi. Sa vision, c'est, au bout de 5 ans, d'avoir 5 boutiques, 3 au Sénégal, une à Abidjan et une à Conakry. D'accord. Alors, je pars du principe que elle sait pourquoi elle fait ça, parce que elle a effectivement identifié ces pays-là comme pouvant être des vecteurs de croissance pour elle, et elle sait à qui elle va s'adresser. Donc, c'est dès le départ, c'est quel est mon point de chute là, quel est mon objectif, et à partir de ça, quel va être mon plan de vol. Et ce plan de vol, c'est le business plan. C'est le business plan. C'est-à-dire, on peut... je suis à Dakar... Et mon ambition, c'est d'être il est 8 heures. Je suis à Dakar. Mon ambition, c'est d'être à Saint-Louis à midi. En fonction de mes moyens, je prendrai l'avion, ou j'irai en voiture, ou peut-être par le train. Mais si je n'ai qu'une mobilette ou un vélo, je vais changer j'irai quand même à Saint-Louis, mais ce sera pas à midi. Je dois m'organiser autrement. Voilà. Et donc, quel va être mon plan de vol? C'est ça le business plan. En fait, c'est rien de compliqué. C'est ta vision là. Comment est-ce que tu la concrétises? C'est ça. Comment est-ce que tu racontes la manière dont tu vas y arriver? Le chemin du point A au point B. Du point A au point B, avec les différentes étapes, et tu dois pouvoir visualiser, expliquer, tu dois te poser les bonnes questions, tu dois te mettre en situation et dire donc voilà comment je veux y aller, et voilà les conséquences, les contraintes, les risques, pour chaque choix que je fais, quelles en sont les conséquences. Et tout ça, on n'a pas besoin forcément d'être financier ou mais il faut avoir une vision claire et savoir la décliner. Et ensuite, aller voir quelqu'un qui vous aidera à mettre ça en musique. Quand je dis le mettre en musique, c'est le décliner sous forme chiffrée. Et là, une fois qu'on a pour toi, la musique, c'est les chiffres, quoi. C'est la musique des chiffres. Et quand tu as une belle mélodie, parce que, alors, de façon tout à fait pragmatique,
dans la vie, tout finit, tout commence et finit par des chiffres. Et tout ce qu'on fait a une incidence. Bon, là, on parle d'entreprise. Chaque choix qu'on fait finit par une incidence financière ultime. Donc, autant le savoir dès le départ et être à la manœuvre, piloter, plutôt que aller au doigt mouillé et Inch'Allah. Mais c'est pas si facile de pouvoir se projeter si loin. Tu vois, parfois on a une idée de, ok, je sais ce que ça peut donner dans 6 mois, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut donner dans 5 ans. Oui, bon, mais à ce moment-là, allons-y pour les 6 mois. Ok. Et puis, ce qui est important également, c'est est-ce que les ressources dont je dispose me permettent d'arriver dans les 6 mois. Oui. Comment toujours la même métaphore. J'ai un demi-litre d'essence dans ma voiture et je suis à Dakar, je veux aller à Saint-Louis. J'ai intérêt à savoir où sont les stations d'essence et quel est mon budget qui me permettra de remplir mon réservoir pour y arriver. Donc, il faut toujours se projeter. Un entrepreneur a forcément une vision plus... Et ça, c'est ce que j'expliquais à mes collaborateurs. Je leur disais, il faut que nous arrivions à mettre en place une organisation où moi, je peux prendre de la hauteur. Moi, j'ai besoin d'avoir un horizon lointain. Bien sûr, je supervise également le quotidien, mais aidez-moi à lever la tête parce que sinon nous allons tous ensemble dans le mur. Et c'est pas parce que je n'ai que 3 francs en poche aujourd'hui que je n'arriverai pas à destination, hein. Mais c'est justement avoir conscience que j'ai 3 francs. Comment je les utilise et puis si je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que j'ai d'autre qui me permet d'arriver à mes fins? Parce que l'autre erreur qui est souvent commise, c'est d'attendre d'avoir toutes les ressources nécessaires pour commencer. On ne commencera jamais. Ça, c'est un... Et ce que je n'ai pas en argent, je l'ai peut-être en capital confiance. Que je peux mettre... j'ai pas de quoi payer ce verre cash, mais si le propriétaire du verre a confiance en moi, peut-être qu'il va me faire crédit et que j'arriverai à utiliser le verre pour les besoins de ma production. Quand tu t'es lancé, toi, tu n'avais rien. Et ton père t'a dit, si tu dois faire les choses, fais-les sérieusement, lance-toi. Oui. Tu ne savais pas si tu allais y arriver. Ah non, je savais que j'allais pas y arriver. Pour moi, c'était, je n'ose pas lui porter la... C'est mon père. C'est mon père. Je n'ose pas lui dire, et toi, fonctionnaire, là, qu'est-ce que tu sais de l'entrepreneuriat, quoi. Mais j'étais convaincue. À l'époque, je venais d'avoir mon bébé. Je n'avais pas de revenus fixes. Donc tu ne savais pas. Non. Ce que tu dis d'avoir une vision claire, de savoir comment vous allez arriver à l'étape B, etc. Oui, mais non. Alors l'autre chose, aussi, c'est à un moment donné, il y a peut-être aussi parfois ce qu'on appelle leap of faith, c'est-à-dire il faut savoir prendre un risque et puis tenter. De toute façon, il faut prendre le risque et tenter. Parce qu'on n'est jamais sûr. Par exemple, Khadi n'est pas sûr que les clients vont venir acheter ses vêtements. Oui, mais comment elle sert ses clients? Parce que donc moi, la manière dont ça s'est passé, donc je disais il veut que je m'installe. J'ai été formalisée dès le départ. Hein. Oui. J'ai pris un local. J'étais convaincue qu'au bout de 3 mois d'arriéré de loyer, on me mettrait à la porte et que ce serait fini. Sauf que ça n'a pas été fini parce que quelque chose s'est mis en mouvement. Ma première cliente, c'était une femme, elle était française, elle a quitté le Sénégal, elle avait le restaurant La Pointe des Almadies. Et donc, je lui fais une offre de service. À l'époque, une tenue de comptabilité, c'était aux alentours de 50 000 francs CFA par mois. Je lui fais une offre à 150 000. Et elle me dit, oulala, bon, madame, je lui dis, oui, mais faites-moi confiance. 150 000, c'est peut-être le salaire d'un comptable moyen. Moi, je suis expert comptable.
et je vous ferai, vous n'aurez pas à faire de reproches sur la qualité du travail mais donnez-moi les moyens de vous délivrer cette qualité-là. Ouais. Je n'ai que ça pour vivre. Ouais. Et elle m'a fait confiance et j'ai délivré. J'ai délivré et comme je disais, à répétition. Et donc, elle a parlé de moi à d'autres personnes et comme ça, de fil en aiguille, ça s'est... Mais dès le départ, et quand ça a commencé, quand l'activité a commencé à croître et que toute seule, je ne pouvais plus tenir les comptabilités de mes clients, j'ai pris une salariée. Mais dès le départ, c'était avec un contrat de travail, cotisation à la Caisse de Sécurité Sociale, à l'IPRES, déclaration des impôts, enfin tout parce que je l'avais intégré dans ma feuille de route. Oui. C'est voilà, pour faire les choses de telle manière, voilà ce que ça coûte. Donc, conclusion, voilà le minimum de chiffre d'affaires qu'il me faut pour fonctionner. Parce que, évidemment, bon, à l'époque, pour une activité comme la mienne, aucune banque ne m'aurait prêté. Et puis surtout parce que j'avais pas de garantie, je partais de zéro, de néant. Donc, je ne pouvais compter que sur mon chiffre d'affaires pour D'accord. Mais tu n'avais aucune garantie que ce chiffre d'affaires, tu allais pouvoir le faire. Non, mais je savais combien il me fallait pour aller. Et donc, qu'est-ce que je devais aller chercher? D'accord. Et comment? Et du coup, c'est en ça que l'exercice est important. C'est que vous vous posez les bonnes questions. Si je sais que à la fin du mois, j'ai besoin de tel montant pour couvrir mes charges, ben je sais où se situe la barre. Oui. Et ça va influencer ma manière de vendre. Ça va me permettre de décider est-ce que je prends un dossier ou pas, parce qu'un dossier qui me prend du temps et qui est pas rentable, ben je préfère là aussi leap of faith, comme tu dis, me dire non, ça dire non à oui, savoir dire non à une opportunité, parce que on sait que là, à court terme, ça a l'air alléchant, mais ça va me mettre dans un engrenage qui ne me permettra pas de me sortir et qui va me garder la tête sous l'eau. Un autre point important, tu l'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est effectivement le recrutement, l'équipe. Oui. C'est fondamental. Quelles sont les bonnes pratiques pour recruter les bonnes personnes? J'imagine que c'est basé peut-être sur les valeurs, sur la culture. D'abord, il faut savoir ce qu'on recherche. Ça commence d'abord par un profilage, quoi. Quand tu dis profilage, c'est au niveau des compétences et au niveau de la personnalité? Au niveau de mon besoin à moi. Déjà, moi, j'ai besoin, par exemple, de mettre en place une fonction marketing au sein de mon entreprise. Il faut que ce besoin, je l'ai clairement identifié, moi, déjà, et que je puisse décrire la personne idéale. En termes d'expérience, en termes d'âge, parfois en termes de genre. Donc, par exemple, Khadi, comment est-ce qu'elle définit déjà le besoin et ensuite le profil? Voilà, Khadi, il faut que clairement, dans sa tête, elle ait identifié le fait qu'il va lui falloir une ressource en interne de tel niveau de compétence, de telle expérience. Il y a des moments où on va avoir besoin de recruter plutôt des personnes juniors. Et puis des moments où, si on prend un junior, c'est qu'on se tire une balle dans le pied. Oui. Quand il faut taper haut, déjà, en tant qu'entrepreneur, il faut que ce soit clair dans sa tête de qui... C'est pas toujours facile à savoir, ça. Non, mais ça peut se discuter. Si on ne le sait pas, si on n'arrive pas à le faire, soit c'est justement un sujet de discussion avec son mentor ou avec son... C'est pour ça qu'il est bon d'avoir, si on n'a pas un conseil d'administration, au moins un advisory board, un conseil des sages, quoi. Des personnes avec qui on peut échanger, poser un... Parfois, ça va être... Il faut les payer aussi? Pas forcément. Pas forcément. Non, en général... c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, je prends mon expérience au WIC, le Women's Investment Club. Donc, nous avons mis en place un fonds d'investissement. Nous avons investi dans une dizaine d'entreprises. De femmes. En l'occurrence, il y a à chaque fois un conseil. Mais c'est pareil. C'est pareil. Pour la constitution du conseil, la première réflexion, c'est
quel est le tour de table idéal. Oui. Et c'est en fonction de l'entreprise, de son niveau de maturité, de l'environnement dans lequel elle intervient. C'est est-ce qu'on a besoin là à ce stade de compétences digitales, par exemple. Si on a besoin d'aller à la conquête de nouveaux marchés, il nous faut peut-être quelqu'un qui a déjà fait ça et qui va pouvoir donner les conseils utiles pour si on décide d'aller investir en Côte d'Ivoire ou au Nigeria ou quoi, qui l'a fait. Donc c'est se poser les questions déjà sur quel est le tour de table idéal. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme compétences, comme faits, là, qui vont se pencher sur le berceau du bébé. Quel est le méta-cerveau, en quelque sorte, qu'on veut constituer. Exactement, qu'on veut constituer. Ça commence d'abord par ce genre de questionnement-là, et puis après, on va chercher des candidats qui répondent aux critères dont on a besoin. Et une fois qu'on a ces candidats, là aussi, il faut avoir des règles bien... pour moi, c'est juste rationnel, quoi. Je veux choisir quelqu'un. Idéalement, on est quelques-uns, on fait un petit comité pour pouvoir réfléchir ensemble. Moi, je trouve que c'est toujours plus créatif, plus riche de pouvoir réfléchir ensemble. Mais même si je suis seule à faire mon choix, il est bon d'avoir une grille de départ et d'identifier clairement ce que je vais analyser dans l'interaction que je vais avoir avec le candidat. Est-ce que tu peux me donner un exemple précis? Donc, pour ce profil marketing que je cherche, quelle est la grille peut-être que je peux établir? C'est de te mettre un guide déjà, un guide d'entretien. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'évaluer chez la personne. Qu'est-ce qui compte pour moi? Voilà. Et en fonction de ce que je vais évaluer, je vais poser des questions. Concrètement, elle dit, j'ai été directeur marketing dans telle ou telle entreprise. Ce serait intéressant de savoir quelles sont les situations difficiles, situations de crise que cette personne a eu à gérer et comment est-ce qu'elle s'en est sortie. Ou alors, quels sont les échecs qui ont marqué cette personne et comment est-ce que ça a influencé sur la suite de sa carrière. Quelles leçons elle a tirées. Voilà, c'est-à-dire à travers ce qu'on cherche à découvrir, à travers l'information qu'on veut aller pêcher, on met un guide d'entretien. Et puis en face, on met un système de notation. Comment est-ce que cette personne, d'un point de vue relationnel, comment est-ce que je juge son style de management, quelle est mon appréciation de la manière dont elle résisterait au stress, quelle est mon appréciation de sa compétence métier concrète, donc avec une grille de notation. C'est-à-dire, dès le départ, tu dois savoir clairement quelles sont tes priorités, qu'est-ce que tu recherches dans l'entretien que tu vas avoir avec un certain nombre de candidats, parce que de cette manière-là, c'est beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Si tu n'as pas un système cohérent pour capter ces informations-là et te permettre a posteriori de les analyser, tu vas te noyer, tu auras parlé à beaucoup de gens. Au bout du bout, tu as tu peux avoir un choix qui va se faire de façon empirique parce que tu as eu un bon tchatcheur en face de toi et puis tu te dis avec le risque de te planter parce que dès le départ, tu n'auras pas clairement identifié ce que toi, tu es. En fait, il faut faire les choses de façon scientifique. Et il ne faut pas avoir peur quand on ne sait pas de demander de l'aide à des professionnels. Moi, je préfère payer 1000 francs et avoir au bout du bout ce dont j'avais vraiment besoin, plutôt que payer 100 francs et me rendre compte que finalement, j'ai jeté 100 francs par-dessus Et en plus, j'ai perdu du temps. Voilà. Souvent, on part du principe, on se dit, j'ai pas les moyens.
Mais parce qu'on a décidé qu'on n'avait pas les moyens. Parce que il faut être créatif, il faut trouver les moyens. Voilà, c'est ça. Le conseil est précieux. Et c'est qu'on ne se rend pas compte. Bon, évidemment, il faut avoir le bon interlocuteur en face. Hein. Je suis pas en train mais on ne se rend pas compte de ce qu'on peut économiser à faire un bon départ. Quand je t'écoute parler, je me pose une question, Tchaba. Pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit de bouquin pour aider les entrepreneurs? Non, mais quand même. Je ne suis pas encore arrivée à cette zone d'inconfort-là. C'est vrai, tu penses que c'est quelque chose qui... Parce que rien qu'en reprenant tes propos là, et puis en plus que tu étayes avec des exemples, avec des proverbes de notre culture, de la culture, c'est tellement riche, ça peut vraiment aider. Oui, oui, c'est vrai. C'est marrant parce que j'ai suivi un parcours de certification en coach. Okay. Parce que des gens m'approchaient, coach de vie et coach professionnel. Des gens, mais justement, souvent c'était des entrepreneurs qui m'approchaient en me disant mais tu veux pas me coacher? Je dis non, je ne suis pas coach, je sais pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est pas convenable quoi. Enfin c'est pas idéal chaque fois de dire non parce que je ne sais pas. Et c'est sincère. Je me dis bon c'est peut-être plus constructif puisque je ne sais pas. D'aller me former. J'ai fait ça pendant 1 an. Bon, je l'ai fait en France à l'époque, hein, c'était en 2016. D'accord. Et c'est ce parcours, c'est vrai que j'ai appris au début, c'était pour autrui, c'était pour pouvoir mieux servir les personnes qui me demandaient de l'aide, quoi. Et finalement, j'en ai été la première bénéficiaire. Si je n'avais pas fait ce parcours de coach, je n'aurais jamais eu l'idée ou le courage de quitter Deloitte et de me lancer dans une nouvelle carrière, c'est-à-dire décider que ça y est, je prends ma retraite d'une activité où c'est vrai, je suis reconnue, et puis je commence à zéro dans un métier nouveau. Jamais je n'aurais osé le faire si je n'avais pas fait cette formation. Qu'est-ce que cette formation t'a permis de découvrir sur toi-même? Donc, je précise qu'à ce moment-là, tu as décidé de lancer WIC, Women Investment. Oui. C'était en 2016. L'idée, c'était en 2015 et ça a abouti en 2016 parce qu'on s'était donné 1 an pour Et je profite vraiment de cet échange que nous avons aujourd'hui pour rendre hommage à l'une des fondatrices du WIC qui est décédée il y a quelques jours. Alsan Ouad, qui est partie de manière très, très brutale. Vraiment, je prie pour la paix de son âme et que Dieu aide toutes les personnes qui l'ont aimé. Donc, alors je ne sais plus pourquoi Alors, moi, au départ, je t'avais demandé qu'est-ce qui fait que cette formation... Oui, donc en fait, c'est du développement personnel. Le coach, ce qu'il vous apporte, c'est un accompagnement. Il chemine à vos côtés et c'est comme si on est dans une pièce complètement obscure et que quelqu'un allume une lampe torche. Il vous permet d'explorer vos propres ressources internes, d'arriver à des étapes de performance dont vous ne vous croyiez pas capable, que vous n'aviez pas imaginé, mais en explorant par vous-même vos propres ressources. Mais qu'est-ce qui fait que toi, ça t'a amené à... C'est le questionnement. Le coaching, c'est du questionnement. C'est des questions. Donc toi-même, tu as été coachée à ce moment-là? Non, mais d'ailleurs, j'aimerais bien être coachée. C'est un confort, mais c'est la démarche du coach. Et ces questions que je pose à mes coachés, rien n'empêche de se les poser à soi-même. Ouais. Et c'est un questionnement autour des valeurs. Quand on a une destination connue et qu'on choisit un plan de route, on a tellement plus de chances d'arriver à destination que
quand on est comme une feuille ballottée et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Le coaching apporte de la clarté dans tout ça, de la lucidité aussi, dans un processus de prise de décision. C'est, voilà, l'objectif que j'ai, et voilà pourquoi c'est mon objectif. Ça permet vraiment de clarifier, d'identifier le véritable besoin, pas l'envie. Alors, il y a une différence entre, voilà, j'ai envie de quelque chose. Cette envie-là va souvent servir à la réalisation d'un besoin qu'on n'a pas encore véritablement perçu, qu'on n'a pas touché. Et parfois, c'est ça, quand on enlève les différentes couches de l'oignon, là, pour arriver à la substantifique moelle, et qu'on arrive à toucher le véritable besoin, c'est thérapeutique. Ça libère la personne. C'est un peu le papillon qui sort de sa chrysalide. Et voilà, et c'est magnifique à la fois pour le coaché et pour son coach. Moi, j'appelle ça le vrai désir du cœur. C'est différent de nos envies ou quoi. Le vrai désir du cœur. Exactement. Ce qu'on veut vraiment. Ce oui. qui nous fait du bien. Oui. Pas ce qui nous fait plaisir, forcément. Oui. Ce qui nous fait du bien. Et ben ça, tu le trouves, ce vrai désir du cœur, tu le trouves quand tu as identifié tes valeurs. Et là, ça devient clair. Et au moment quand parfois, la vie vous met à des intersections, on a des choix compliqués qu'on ne sait pas faire. Parce que on a peur de l'inconnu, on n'a pas les éléments de l'équation. Si à ce moment-là, et là encore les Wolof, si tu ne sais pas où tu vas, retourne là d'où tu viens. Et le retourne là d'où tu viens, c'est qui es-tu, toi? C'est quelles sont tes valeurs? Quels sont les piliers qui ancrent ta personnalité? Qu'est-ce qui est fondamental pour toi par rapport à ce qui est juste un nice to have? Une fois que tu as identifié tes valeurs, ce qui est fondamental en toi, tu ne les trahis jamais. Et à ce moment-là, quand tu fais ton choix et que les choses se passent de façon difficile ou même aboutissent à un échec, eh ben, tu n'as pas de regret. Et tu te dis que remis dans les mêmes conditions, tu referais le même choix parce que c'est qui tu es. Et en général, d'ailleurs, au bout du bout, on ne se trompe jamais. Et c'est pour ça qu'il est important de faire confiance à ses tripes et de suivre son cœur. Tu parlais de se poser les bonnes questions. Quand on veut se lancer, ou bien quand on veut progresser dans son projet, dans son entreprise, quelles sont les bonnes questions donc qu'il faut se poser? Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma proposition? Quel est le problème que je vais les besoins auxquels je réponds? Voilà. Quels sont mes objectifs? Comment est-ce que je vais y arriver? De quoi est-ce que j'ai besoin en termes de ressources? Et puis, est-ce que je suis en train d'appliquer la bonne stratégie parce que ça aussi, on peut être plein de bonne volonté, on peut avoir toutes les ressources nécessaires. Si on n'a pas la bonne stratégie, ça peut pas le faire non plus. Comment savoir qu'on a la bonne stratégie? Quels sont les indicateurs qui... Il n'y a pas de recette toute faite qui marche à tous les coups. Il faut accepter aussi, à certains moments, trial and error. On teste, on fait des erreurs, on rectifie. C'est l'itération, c'est l'itération. Et puis, c'est aussi, encore une fois, le conseil. C'est d'échanger avec des... Mais il n'y a rien de pire qu'une mauvaise stratégie. Là aussi, juste une petite anecdote. Je vais en Chine, donc je prends l'avion et puis j'étais assise, c'était pendant le Ramadan. Et l'hôtesse passe et donne les boissons, et moi je prends, et puis mon voisin là qui me dit mais on ne se connaissait pas, hein, mais bon, deux Sénégalais, et puis on se retrouve assis côte à côte dans l'avion. Il me dit mais vous n'avez pas jeûné? Je dis non. On est moussafir, on est voyageurs, quoi. Non, moi je jeûne. Hein. Il faut être sérieux, quoi. On va pas comparer nos conditions modernes. Là, on prend l'avion, on a tout le confort, c'est pas comme quand le prophète se déplaçait à dos de chameau dans le désert, quoi. Il faut qu'on...
Alors moi, ah, bon, donc j'ai pas fait de commentaire. Au moment du repas, on me sert, lui il dit qu'il mange pas. Puis régulièrement, il regardait sa montre et il allait prier. Mais ce qui n'avait pas mis en facteur dans sa tête, c'est que on a quitté Paris pour aller à Beijing. On volait vers l'est. Donc toi, si tu atteins un coucher de soleil, alors que tu es en train de voler à toute vitesse vers l'est, et le voyage était long. Donc au repas suivant, il a accepté le plat. Il a rien dit, moi non plus. Mais je pensais, mon gars, t'as peut-être pas mis, tu as mis tout ton cœur, tu as été très sérieux, tu as mis mais cette stratégie-là. Donc, c'est ça aussi. Et puis, avoir... Attends, je vais défendre ton ami, là, ton voisin. C'était certainement l'heure de couper, d'accord. Mais oui, puis ça commençait, hein. Non, mais tu vois, c'est pour tous comme ouais, mais pourtant j'ai travaillé dur, ouais, voilà, j'ai tout fait et ça marche pas. Ouais. Ben, si ça marche pas, et c'est autre chose. Ouais. Peut-être parce que la stratégie là que tu es en train de suivre, c'est pas la bonne. Moi, je suis en train de penser à mon propre cas, je vais te dire. Oui. Moi, j'ai lancé un magazine en 2015, je crois. J'avais lancé la première version du magazine et le premier numéro a super bien marché. Mm-hmm. OK, donc à ce moment-là, tu te dis, OK, il y a un bon truc. Mais j'avais pas le système en place pour pouvoir performer au même niveau à chaque numéro. J'étais encore très seule. J'avais pourtant essayé d'avoir une équipe et puis il y a des choses qui se sont passées. Et les autres numéros ont moins bien marché. Ça veut pas dire que ça ne marchait pas, mais ça marchait moins bien. Oui. Et donc, du coup, le développement n'était pas rapide. Et après, c'est un peu les événements qui a fait que j'ai pivoté jusqu'à trouver vraiment la bonne formule. Oui. Mais tu vois, peut-être que je me dis, j'aurais dû me poser des questions plus tôt, de me dire comment je fais pour pivoter, alors que ça s'est fait un peu naturellement, en fait, par... tu vois, c'est pas toujours facile en tant qu'entrepreneur de savoir... Après, au bout du bout, le plus important, c'est toi. C'est toi. Finalement, tu as trouvé le bon fonctionnement, l'activité le journal n'existe plus. Si, il existe encore le magazine. J'ai pivoté, j'ai trouvé la bonne formule, en fait. Ah, d'accord. Je pensais que tu disais que tu avais changé et que tu avais pris une autre activité. Non. Ah oui, d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire? Peut-être que j'ai perdu du temps, peut-être. Oui, mais c'est pas grave. OK. Parce que tu as perdu du temps, mais tu as appris. Oui. Pendant tout ce temps-là où les choses ne se passaient pas comme tu le voulais, tu as du matériau, tu as de la matière pour analyser. Et si tu devais lancer un deuxième magazine, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est vrai. Ce que tu as emmagasiné comme savoir, c'est ça la sagesse en fait. Ouais. C'est ça la sagesse. Quand on est, je dis toujours, bon, quand on est riche, on peut se permettre de fonctionner avec l'argent. Parfois, on n'a pas d'argent, mais on a la sagesse. Et la sagesse, finalement, permet de capter Donc, c'est pas... C'est vrai, la sagesse, finalement, c'est un capital très important. Ah, mais c'est le capital fondamental. Et avant d'y arriver, comment dire, c'est-à-dire avant d'arriver au niveau du... Khamadi, c'est à la fois l'ignorance et puis la mauvaise éducation, quoi. Vraiment, c'est le même terme. Oui. Khamadi, c'est quelqu'un qui a des manières abjectes, mais c'est surtout quelqu'un qui n'a pas le khamram, qui n'a pas qui n'a pas la sagesse. La sagesse, la connaissance. Mais, donc, avant d'arriver à la connaissance, on passe par ces étapes-là de Khamadi. C'est ça. Mais si on est intelligent, on en tire les leçons. Et il faut, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je me souviens, mon fils aîné a eu ses dents très tard. Et au bout d'un moment, ça m'angoissait, quoi. Je voyais tous les bébés, ils avaient leur sourire de lapin, là, et puis rien. Et j'étais allée voir le pédiatre en disant, je comprends pas, quoi. Il y a un retard de développement.
Et il m'avait écouté, professeur Marstin, paix à son âme. Et quand j'ai fini, il m'a dit très calmement, Madame Si, je peux vous signer un engagement écrit qu'avant son mariage, votre fils aura toutes ses dents. Et puis j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit bon, il a à son rythme. Okay, chacun son rythme. Chacun à son rythme. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut avoir cette résilience et cette foi en soi et en Dieu, en l'univers, en ce que de se dire mais c'est moi, c'est qui je suis, c'est ce que j'ai à offrir et je sais que ce que j'offre sert une cause qui est plus grande que ma personne. Parce que, alors ça aussi c'est important. Et c'est pas seulement dans un contexte d'entrepreneuriat, mais dans la vie réelle, quoi. Quand le focus est sur soi, il peut pas y avoir de croissance. C'est pas le même modèle. Tu vois, des choses se sont mal passées. Peut-être des personnes, moi, au début du cabinet, voilà une activité qui est 100% intellectuelle. On vend de la matière grise, on vend Je n'avais pas de moyens. Tout ce que j'avais, c'était ma compétence propre. Des personnes que j'ai formées, accueillies chez moi, formées, au bout d'un moment, quand elles atteignaient un certain niveau de compétence, elles partaient. Et elles partaient chez des clients qui les avaient repérés, des clients chez qui ces collaborateurs travaillaient. Et bon, pour le collaborateur, c'était un meilleur salaire, et pour le client, c'était moins cher que le cabinet. Et au début, je peux pas te dire le nombre de fois où j'ai pleuré. C'est vraiment la déception était immense. Comme une trahison. Puis en me disant mais je n'y arriverai jamais, quoi. J'ai plus de jus, quoi. Je peux plus. Et pourtant, voilà, pourquoi, comment, je ne sais pas. Au bout d'un moment, la mayonnaise a pris. Et je me souviens, il y a eu un départ qui m'avait profondément affectée. C'était mon numéro 2. C'est quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Et bon, j'ai appris qu'il faisait du kharmat. Il travaillait à côté, quoi. Voilà, moonlighting. Là, il travaillait à côté. Il prenait des... Et puis, donc, quand je l'ai confronté, il est parti chez un client. Et là, vraiment, je me suis effondrée parce que c'était au moment où je me disais, c'est bon, là, j'ai les piliers nécessaires, je vais pouvoir me consacrer au développement du cabinet, à faire... Et ça me ramenait dans des tâches, au quotidien, il fallait que je remplace. Dans l'opérationnel. Et j'étais complètement abattue. Et je vois encore cette scène, donc on frappe à ma porte, je dis « Entrez », et ces 3 collaborateurs qui sont venus, qui sont mis en face de moi, disant « Madame Si, nous savons que le départ d'un tel est un coup dur, et nous savons à quel point ça vous affecte. On est juste venu vous dire que nous avons pris l'engagement que vous ne sentirez pas vous ne sentirez pas son départ. Nous allons faire en sorte, et ça c'est un engagement que nous avons pris, nous allons faire en sorte d'aller encore plus loin que s'il lui était là. » Rien que le fait, bon, ça m'a consolée, c'est-à-dire ça m'a sorti de mon isolement, ça m'a profondément touchée. Là, ils m'ont vraiment... Et ils ont délivré sur leurs promesses. Vraiment, je les ai vus. Et c'est là où je dis qu'il est important de savoir s'entourer. Pour moi, le véritable collaborateur, c'est celui qui est motivé au-delà de conditions purement matérielles, à travailler à mes côtés sur un projet qui partage la mission, la vision et les valeurs. En tant que WIC, donc Women Investment Club, donc tu investis dans des entreprises de femmes. Est-ce que tu peux nous donner une idée de quelques entreprises déjà, et puis nous dire quels sont les critères qui font que vous décidez d'investir dans telle ou telle entreprise plutôt qu'une autre? Le WIC, c'est un trépied. C'est d'abord une association. Donc je disais tout à l'heure, nous étions 4 fondatrices. Une centaine
maintenant. Notre slogan, c'est « Par les femmes, pour les femmes ». Ce sont des femmes qui décident de mettre en commun leur épargne pour s'en servir comme levier, pour lever des fonds supplémentaires et aider des femmes qui en ont besoin, des femmes entrepreneurs. Donc la promesse pour les femmes entrepreneurs, c'est un accès au financement et à un financement adapté à leurs besoins, avec du capital patient, avec un accompagnement en assistance technique, en gouvernance, en mentorat. C'est vraiment ce que nous avons introduit comme notion dans ce monde de la finance, c'est l'empathie, la bienveillance. Maintenant, nous mettons ensemble nos économies et ces économies, nous les donnons à gérer à des professionnels. Le fonds d'investissement fait des appels de capital au fur et à mesure des besoins en investissement, au fur et à mesure qu'on identifie des opportunités, des cibles, et le reste du temps, l'argent était géré donc à la bourse. D'accord. Et très vite, on s'est aperçu que l'argent, c'était bien, mais le besoin est beaucoup plus large que ça. Et le besoin en accompagnement, donc en structuration, parce que on ne peut investir que dans des entreprises formelles, puisque nous investissons dans le capital. Et donc partout, on a mis en place un conseil d'administration, un système de mentorat et puis un système de coaching pour aider les entrepreneurs. Donc, systématiquement, dans toutes les entreprises où nous avons investi, nous avons offert 6 mois de coaching professionnel à la chef d'entreprise et ou à certains membres de son équipe pour vraiment mettre en place les conditions maximales de succès et de réussite. Et donc, quels sont les critères qui vous permettent de choisir telle entreprise plutôt qu'une autre? C'est d'abord les critères qui sont applicables par tout fonds d'investissement. Le critère numéro 1, c'est d'être une entreprise de femmes, c'est-à-dire fondée par une femme ou détenue majoritairement par une femme ou dirigée majoritairement par une ou des femmes. C'est quoi l'investissement minimal? Là, nous sommes en train de lever un deuxième fonds. Nous avions un premier fonds qui était de l'ordre de 3 milliards CFA et nous sommes en train de lever un autre de 20 milliards. 20 milliards? Oui. Ouais. Premier fonds, nous avions investi des tickets, on se disait, entre 50 et 500 millions de francs CFA. Là, maintenant, nous avons décidé de nous adresser à des cibles plus importantes et faire des investissements qui pourront aller jusqu'à l'ordre du milliard. Donc, minimum, c'est 50 millions. 50 millions, ça va être petit maintenant comme investissement. On veut vraiment renforcer ce qu'on appelle le missing middle, c'est-à-dire on a d'un côté les toutes petites entreprises. La microfinance et toutes petites entreprises. Qui ont trouvé leur mode de financement. Il y a beaucoup d'institutions de microfinance. Il y a aussi beaucoup de subventions auxquelles elles peuvent avoir accès. On a les grandes entreprises où on trouve les sociétés des femmes rares, mais voilà, celles-là n'ont pas besoin de... Et puis, il y a toutes les PME du milieu. C'est celles-là qui nous intéressent et que nous cherchons à tirer vers le haut. Dans l'industrie, un fonds de 20 milliards CFA, ça reste petit. Nous investirons au Sénégal et en Côte d'Ivoire dans des entreprises qui ont au moins un chiffre d'affaires au moins de 100 millions CFA. Qu'est-ce que tu as remarqué sur les entreprises qui marchent? Celles que vous accompagnez, par exemple, celles qui marchent sont celles qui ont quoi? Et celles qui ne marchent pas, qu'est-ce qui leur manque? Je vais commencer par celles qui ne marchent pas. C'est souvent lié... Alors, parce qu'on investit dans une personne au bout du bout. Et c'est souvent lié à la capacité ou à la difficulté de cette personne à écouter et à accepter les conseils qui lui sont donnés. Je n'arrête pas de répéter, il faut se méfier de son ego.
Souvent, ce qu'on a eu comme attitude, c'est moi l'entrepreneur, c'est moi la préférée, je sais. Mais entre ce qu'on sait faire et qu'on aime faire et tout ce qu'on ne sait pas faire, mais qui appartient au monde de l'entrepreneuriat, c'est énorme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le premier pas vers la compétence, c'est quand on accepte, c'est quand on prend conscience de tout ce qu'on ne sait pas et qu'on est ouvert au conseil d'autrui et surtout à l'application de ces conseils-là. Donc, la première chose, c'est l'ouverture, l'écoute. La deuxième, c'est la capacité d'exécution. Parce que il y en a... oui, tu as vu pourquoi il faut aller dans cette direction? Oui, s'il y a ça à faire, oui, d'accord, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Pourquoi? Ah bah oui, mais parce que savoir s'organiser, savoir exécuter, c'est une compétence à acquérir. Faire plutôt que expliquer pourquoi on n'a pas fait. Je dirais que c'est vraiment les deux. De mon expérience, c'est les deux freins. Et puis, c'est ne pas... Quand ça va pas, quand c'est vraiment difficile et qu'on vous dit, il faut accepter quelqu'un à côté de vous. Tu es arrivé à ton plafond. Accepte que quelqu'un soit à côté de toi pour... Ah non, mais je vais devoir partager... Le levier, en fait. Oui. Je vais devoir partager mon pouvoir. Ah non, ça, c'est moi. Ça aussi, ça peut être un frein. Et le temps que la personne comprenne que c'était son intérêt, parfois, il est trop tard pour elle et pour son entreprise. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi une grande école d'humilité. Avoir l'intelligence et puis le courage aussi, de recruter des gens plus expérimentés que vous, meilleurs que vous dans un domaine particulier, et être prêt à leur payer un salaire supérieur à ce que vous aviez en tête, ou même parce que ça, c'est une réflexion qu'on a eue. Ouais, tu te rends compte, ce niveau de salaire, moi, je n'ai... Oui, et alors, c'est un investissement. L'entreprise, c'est ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ton enfant. C'est pas toi, et elle ne se réduit pas qu'à toi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand le focus est sur soi, en général, la capacité de création de valeur est très limitée. Et ça se termine beaucoup plus vite que quand on est ouvert sur l'ensemble des parties prenantes que l'entreprise devrait être en train de servir. Une courte interruption pour vous parler de notre partenaire Contana. Ce sont des tisanes inspirées des recettes de nos grands-mères à base de plantes locales 100% naturelles et 100% made in Sénégal. Merci à Contana de sponsoriser cet épisode. Avant de terminer, bien sûr, le questionnaire de fin. Thiaba, quel est ton principal trait de caractère? La patience. La qualité que tu apprécies le plus chez les autres? La gentillesse. Le défaut qui te gêne le plus chez les autres? L'arrogance. J'aime pas les gens arrogants. Quel est le défaut que tu aimerais corriger en toi? C'est un corollaire. Je pense que c'est chaque fois je suis patiente, mais jusqu'à quand est-ce que il faut que je dise, bon, écoute, stop, ça, j'ai trop tendance à chercher à comprendre la personne que j'ai en face de moi et parfois, bon, c'est la perte de temps, quoi. Quelle est ta définition du succès? Pour moi, le succès, c'est l'aboutissement d'un rêve où on réalise que sa vie a été utile à Dundubu Amjering. Une vie qui a été utile pour soi et autour de soi. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Plein de choses. plein de choses. C'est de faire des choses que j'aime, d'être avec des gens que j'aime. Moi, mon père a mis dans la préface de son livre que
Je suis venue au monde avec un sourire. Donc, oui, et puis c'est de voir les gens heureux autour de moi, de faire plaisir autour de moi. Quel conseil tu te donnerais à toi-même si tu avais 20 ans aujourd'hui? Oh, mais vas-y, rien n'est en dehors de ta portée. Vas-y, crois et ne te laisse pas. Tu sais, tout à l'heure, quand on dit, ouais, t'as confiance en toi. La confiance, elle est venue beaucoup trop tard. Par rapport à, oui, il y a des choses que je n'ai pas osé aller chercher, un peu par réserve ou par, et ça, c'est le message que je donne aux jeunes, là, aujourd'hui. Allez-y. Il faut croire en soi. Et cette capacité à aspirer, là, que j'avais mentionnée au début de notre échange, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est-à-dire avoir des rêves? Avoir des rêves et y croire. Ils vont se réaliser. Si on y croit, ils finissent par se réaliser. Mais ça prend, oui. Pour moi, ça a pris trop de temps pour en arriver là. Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise ces 12 derniers mois? Que le Sénégal est un pays magnifique et résilient. Ça, tu le sais depuis longtemps, ça. Non, mais ce qui s'est passé là, lors de la dernière élection, l'état de forte angoisse que nous avons, c'est-à-dire notre capacité à nous retrouver de manière non violente et à agir dans la même direction, ça, c'est quelque chose qui m'a bluffé. Oui, j'ai toujours su que le Sénégal, c'est ma passion, c'est mon amour. Le Sénégal m'a tout donné. Mais là, et je crois qu'il n'y a pas que moi, on a montré une leçon au monde entier. Et ça, c'est quelque chose dont je suis profondément fière. De quoi as-tu peur? De la souffrance de ce que j'aime. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies vécue? Le challenge le plus difficile à relever pour toi? C'est chaque fois des moments où le sentiment que j'ai vécu était un sentiment de honte. L'impression de ne pas avoir été à la hauteur par rapport à une situation donnée ou par rapport à... Et bizarrement, parce que là, du coup, j'essaie de retrouver des situations, autant l'émotion, je la ressens, je m'en souviens, autant ce qui l'a amené, c'est plus. Wow. je ne sais plus. Mais je sais qu'il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Aimer ou être aimé? C'est difficile. Pour moi, c'est la même... C'est les deux... je pense que le plus important, c'est aimer, parce que c'est ce que je contrôle, oui. C'est d'aimer. Okay. Et souvent, parce qu'on aime, on reçoit. Si tu devais choisir entre les deux, tu préférerais être la victime ou le coupable? Alors, je n'aime pas les rôles de victime. Après, c'est comment on définit la victime. Si c'est si je suis victime parce que j'ai en face de moi quelqu'un de plus fort, oui, je préfère être du bon côté de mes valeurs. Je ne veux pas me retrouver en infraction par rapport à mes propres valeurs. Oui, sous cette acceptation-là, je préfère être du côté de la victime. Mais là où je n'aime pas le rôle de la victime, c'est quand on s'auto-décrète victime, parce que la victime, par définition, elle n'a aucun pouvoir. Or, nous avons un pouvoir immense si nous choisissons de le mettre en action. Si je te donnais 100 millions aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais avec? Alors, tellement de choses. Il y a tellement de projets à accompagner dans ce pays. Dis-moi clairement, si je te donnais 100 millions et je te disais, voilà, tu as 3 jours, qu'est-ce que tu fais? Je vais à Medina Yoro Fula et je m'assois avec la communauté des femmes et des jeunes et
ensemble, on décide de l'utilisation de ces 100 millions-là. OK. Et pour finir, quelle est ta devise ou ta philosophie de vie? Nous vivons la vie que nous créons pour nous. Je pense que ce dont nous n'avons pas suffisamment conscience, c'est que l'esprit humain est la technologie la plus avancée de l'univers. Jusqu'à présent, nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de création après le Tout-Puissant. Et ça, j'ai l'impression que nous ne l'avons pas suffisamment intégré et que nous sommes un peu comme... alors, je ne sais pas si tu es amatrice de dessins animés. Il y a un très vieux dessin animé de Walt Disney, là, où Mickey joue le rôle de l'apprenti sorcier. Donc, on est des apprentis sorciers dans le sens où... Donc, l'histoire, c'est un jeune apprenti sorcier à qui son maître, donc qui est le sage, le savant, confie la tâche de nettoyer son laboratoire. Et il s'en va. Et donc, il lui donne un seau d'eau et puis une serpillière. Et il lui demande de nettoyer. Et il part. Et dès que le maître a le dos tourné, c'est dans Fantasia, je crois, Mickey prend son chapeau et puis fait l'apprenti sorcier. Et avec des incantations, il arrive à animer le seau et le balai et à faire le travail à sa place. Et puis donc, au début, c'est très bien, sauf que il perd le contrôle de ce qu'il a créé. Il n'est qu'un apprenti et ça commence à aller dans tous les sens. Et donc, il se dit, oulala, il faut que j'arrête Sauf que il a su démarrer un processus qu'il ne savait pas ni contrôler ni arrêter. Donc, il s'est jeté dessus, il a coupé le balai qui s'est multiplié. Et chaque fois qu'il essayait des actions, c'était pire donc, jusqu'au retour du maître qui, d'un coup de baguette, a tout arrêté et a demandé donc à l'apprenti sorcier, lui a dit, tu as vu ce qui arrive quand tu utilises ta capacité créatrice sans la sagesse nécessaire qui devrait l'accompagner. Et c'est un très beau... Voilà, c'est une très belle métaphore. Mais voilà, juste pour dire, cette capacité créatrice, nous l'avons, mais elle n'a de sens que si nous savons l'utiliser et l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup, Tchaba. Oh, merci à toi, Seynabou.